Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. La quête continue, on est toujours heureux d'enregistrer ces podcasts, toujours des bons moments, surtout quand devant nous il y a un pilier de Radio Ma'arif. Monsieur Abdullah Fili, comment vas-tu ? Très bien, merci. Je ne vais pas te présenter, voilà. Tu nous as assez inondé de ta science pour pouvoir passer de ces introductions pénibles. Et d'ailleurs, bientôt, c'est toi qui vas m'accueillir dans ce podcast. C'est exagéré. Et d'ailleurs, tu as un tel statut que c'est toi qui proposes tes sujets maintenant. Ça fait Et l'autonomie. Et l'autonomie. C'est de la radio dans Radio Ma'arif, de la radio Fili. Et tu t'es fait une spécialité de t'intéresser aux Émirats obscurs. Voilà. À l'histoire à la marge, l'histoire politique à la marge de l'histoire officielle. C'est ça. L'histoire officielle au Maroc, c'est des grandes dynasties. Et parfois, il y a des choses qui se passent à la marge qui sont intéressantes, qui renseignent, parce que la marge est toujours intéressante. Et aujourd'hui, tu veux nous parler d'un émirat inconnu, obscur, que tu nous as exhumé de je ne sais quelle source, qui est l'émirat des Banu Abi el-Afiya. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Qui sont ces gens, s'il te plaît ? Alors, les Banu Abi el-Afiya, donc c'est encore un émirat Déjà, obscur. c'est un nom, c'est L'un c'est des un émirats nom de malade. oubliés Ah, de mais l'histoire. Ça sonne. Rien que le nom voilà, exactement. est un titre, intéressant. Voilà, un titre d'un film. Ouais, exactement. Voilà. On imagine, c'est un grand casting. C'est Exactement. Banu Abi el-Afiya. Et à ton avis, l'Afiya, Banu Abi el-Afiya, il nous renvoie à quoi ? L'Afiya, Ah. je sais pas. العافية هي العافية هي النار. Le feu, bien sûr. Non, mais je crois que tu cherches autre chose. Non. Si c'était ça, j'aurais pu te répondre. Je pensais à quelque chose de plus subtil. C'est pour ça que tout le monde considère justement... C'est des pompiers. Hein ? C'est des pompiers. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas, je cherche. Interprétation abusive. Comme d'ailleurs interpréter leur nom par l'Afia, par le feu. Or, ce n'est pas comme ça. Ah, c'est la afia, c'est la santé. Non, même pas. À la fiasse et tout ça, c'est pas ça. Mais en réalité, il nous renvoie, d'après, on a la chance de tomber sur une bribe, encore une fois, c'est un émirat qui n'a pas le droit de citer dans les manuels scolaires, etc. C'est des bribes qu'on peut trouver dans les sources dispersées et disparates pour reconstituer l'histoire de cet émirat. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le dernier livre sur l'histoire du Maroc publié par l'Institut Royal Qbli. Oui. Eh bien, il n'en dit pas un mot sur cet émirat qui a quand même duré pratiquement 150 ans de l'histoire du Maroc. Alors, il a duré 150 ans, donc encore une fois, c'est à peu près la durée de l'Empire almohade ou almoravide, mais la distance, j'ai envie de dire, la superficie, ça se passe où ? Exactement. C'est petit. C'est ça ? C'est petit relativement, parce que justement, leur territoire se rétrécit ou s'étend au gré des vicissitudes historiques. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais leur, on va dire, centre névralgique, leur noyau, c'est ce qu'on appelle les couloirs, la région des couloirs. Ah, le couloir de Taza. Très bien, voilà, le couloir de Taza, qui est un passage obligé, que ce soit est-ouest, La trouée. Il appelait ça la trouée de Taza. C'était Lyoté qui disait la trouée de Taza. Exactement. Pour traverser vers l'est. Exactement. C'est véritablement quelque chose d'important. C'est des gens qui maîtrisent les couloirs. Et à côté, il y a le couloir de Warra, entre Fès et le sud-est et le sud-ouest de la ville de Fès. C'est des plaines, quoi. C'est des plaines. C'est une région où il y a des montagnes, mais il y a aussi des parties pleines. Ils sont pas loin de Guersif, riche. ces gens-là. Hein? Ils sont pas loin de Guersif. Eh bien, Guersif fait partie de leur territoire et c'est eux qui ont justement fondé Guersif. J'ai fait exprès le lien avec ça, avec Zakaria Bou'lan, les Guersifi. Donc, ils ont fondé la ville de Guersif. C'est eux les fondateurs de Guersif. Et voilà. Et donc, voilà. Depuis 20 ans que j'écris ces chroniques, 20 ans, ça fait 20 ans que je fais Zakaria Bou'lan, les aventures du Guersifi. Et je n'ai jamais été capable de proposer d'origine correcte pour cette ville, si ce n'est des stupidités que j'ai répétées en rigolant. Mais là, vraiment, je suis content d'élucider ce mystère. Je crois qu'on peut arrêter ce podcast tout de suite. Et ben voilà, c'est fait. Objectif atteint. Objectif. Après, on arrêter Radio Ma'arif. On est arrivé à l'explication de base.
tu peux te retirer sans problème. D'accord. Donc, il y a Gersif. aussi la percée vers de C'est qu'on Melouya. raconte tout. Hein? Elle s'appelait comme ça, agressif, déjà du temps. Agressif. 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 D'accord. C'est celle qui surplombe le oued. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Il dit- agressif. Non, pas du tout. Asif, c'est... C'est des bêtises, quoi. Et Agressif non plus. Non, pas du tout. D'accord. Peut-être les Gersifis sont agressifs. Non, pas mais du tout. Ils sont adorables. Ne dis pas du mal de cette vie. de le Gersifi. D'accord. Donc, ces gens-là fondent cette ville, maîtrisent les couloirs, mais tu nous as pas donné la date à peu près à laquelle ils sont apparus sur Voilà, donc sur c'est... l'histoire. D'abord, je donnerai le nom alors. En commençant leur par boss. l'Afia pour ne pas que les auditeurs perdent un peu en disant, bah voilà, on parle de l'Afia, du feu. Non. Or, on a la chance de tomber sur la citation d'Ibn Hawqal, hein, Ibn qui a Hawqal, écrit, qui est un géographe oriental. Mais il n'a rien à voir, lui, il vient de Turkménistan, je sais pas. Oui, exactement. Il vient de- exactement. Et c'est un oriental. Mais il est venu, il est venu. Et il est venu. Il est parti, il est venu à Fès, il est venu à Sijil Massa. Barouata, il a séjourné chez les Barouata. Exactement. C'est lui d'ailleurs qui les a considérés comme étant généreux, etc. C'est le seul qui les a pas insultés, en fait. Il a parlé parce qu'il a C'est le seul vécu qui les avec a eux, vus donc aussi. forcément, il a... C'était peut-être sympa. Hein. Exactement. Et donc lui, ce géographe qui a écrit son livre Surat al-Ard au Xe siècle, Surat il nous a al-Ard. dit Surat al-Ard, la configuration de la La terre. terre, ouais. Et donc il nous a dit qu'il s'appelle Banu Wafa ou Banu Afa. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Banu Wafa ou Banu Afa? Et le deuxième est le plus juste, c'est-à-dire les gens de montagne en fait. D'accord. Afa, c'est les hauteurs, contre Ansa, qui est vraiment la plaine. Afa. Afa, c'est les hauteurs, et c'est comme ça. La configuration Oufla, c'est quoi? topographique, c'est ça. Ça vient de ça, Afella. Et ça veut dire, en fait, ils sont dans une région des hauteurs, dans cette partie du Maroc central, entre Fès et Moulouia. Et donc, ils dominent en quelque sorte ces passages obligés, que ce soit vers le nord ou le sud, et donc vers Sijil Massa, et donc ils contrôlaient, c'est des intermédiaires de commerce transsaharien entre le désert, entre Sijil Massa et la Méditerranée. Pareil, entre le... Oui, parce qu'ils vont jusqu'à la Méditerranée, en fait. Exactement. C'est pour ça que Gersif, Melilia, jusqu'à Taourir. Qal'at Jara, Taourir, etc. L'Aïoun, ouais. Et de leur expansion géographique, ils sont arrivés jusqu'à Tanger, le Bsra sur l'Atlantique, et la région de Larache et au sud de Larache, Qasr el-Kbir, etc., jusqu'à pratiquement les confins maroco-algériens actuels. C'est-à-dire, Tout ça, c'est les. c'est Alors, leur émirat. Déjà, comment on parle de FA ou la UEFA à Afia? C'est juste une déformation? C'est une déformation. D'accord. C'est une déformation. Et donc, leur chef, leur fondateur, il s'appelle Moussa ibn Abil Afia. Donc, Moussa ibn Abil Afia, il est apparu en quelle date sur la Alors, scène? la date, c'est en fait entre exactement 918 Ouais. jusqu'à la fin de l'émirat en 1071 avec la conquête almoravide de Fès. Exactement. D'accord. Ok. Donc, en fait, ils sont avant les Almoravides. Ils sont dans un Maroc. Bon, déjà, c'est un peu une anachronyme de parler de Maroc, mais un peu morcelé. C'est ça. C'est Entre pré-Almoravides. C'est-à-dire que les Almoravides ont mis un petit de l'unité dans tout ça. C'est ça. Unifier le dogme. C'est ça. Unifier les territoires. Fonder Marrakech. Réunifier les deux villes qui vont faire Fès. Aller en Andalousie. Donc, avant ça, donc parmi les Émirats qu'ils combattent, il y a Barouata. Et il y a aussi Les Banu Abil Afia. Banu Abil Afia, qui font partie aussi des gens qui vont être sommés de rentrer dans le rang, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, on est dans un contexte de morcellement, justement, de territoire marocain, en petit émirat, essentiellement des Zinata. Les Zinata, c'est eux qui ont, en quelque sorte, participé âprement à la conquête musulmane. C'est eux, parce que c'est des grands guerriers, c'est de la cavalerie zénète. On les trouve, que ce soit dans la conquête d'Al-Andalus, dans pratiquement tous les conflits post-conquête au Maroc. C'est aussi qui ont sous-tendu les expériences politiques des Banu Madrar, les Mknassa, à Sijil Massa, de la région, par exemple, de Fès, et plus tard les Mghrawa qui vont prendre le pouvoir juste avant les Almoravides. Un peu partout au Maroc, Banu Ifren, Achalla actuel, les Mghrawa d'Armat,
Par exemple, juste avant les Almoravides. Et qu'est-ce qu'on avait si Gilles Messal à ce moment-là, rappelle-moi? Les Mknasa des Banu Midrar. D'accord. Et donc, ce qui a déclenché en quelque sorte l'apparition sur la scène d'Ibn Abi al-Afiya, c'est la conquête des Fatimides. Tunisien. Et les Tunisiens, donc avec leur tribu très importante, les Koutama. C'est des chiites, ça, on est d'accord. C'est des chiites ismaéliens qui sont venus conquérir en quelque sorte ce territoire occidental. D'abord par Gilles Massaï, donc avoir les ressources, voilà, de l'or transsaharien. Et puis après, petit à petit, ils ont essayé de conquérir Fès, etc., avec une force militaire extraordinaire, où ils mobilisent qui? Ils mobilisent les tribus zénètes, comme par hasard, parce qu'ils sont les plus fortes, ils sont... ils recrutent les zénètes. Ils recrutent les zénètes, les Fatimides, exactement. Et donc, les Ibn Abi al-Afiya faisaient partie, on va dire, et notamment de la force militaire fatimide. C'est des vassaux, en quelque sorte. Il était un vassal assez entreprenant, qui a une expérience militaire très importante, qui mobilisait la tribu d'Imknasa, justement, et surtout de Tsoul actuel. Et donc Tsoul actuel, c'est arabe, et avant, c'était des Amazirs. Et ils sont connus par, encore aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un Tsouli, ça veut dire que c'est vraiment un militaire aguerri. Et d'ailleurs, le recrutement des militaires se faisait dans toute la région, d'ailleurs, mais essentiellement dans ces régions un peu pauvres, etc., et marginales. Et c'est là où ils ont installé leur capitale. Leur capitale s'appelle Ain Ishaq, dans le Tsoul actuel. D'accord. Donc ça commence comme étant une sorte de bras armé fatimide, à la disposition de ce pouvoir chiite qui cherche à s'installer ici, qui va jamais vraiment réussir, qui va plutôt se diriger de l'autre côté vers le Caire, exact. Qui va fonder le Caire d'ailleurs. Exactement. Donc, ils vont changer de direction. Ils ont essayé de soumettre le Maroc mais ça n'a pas marché. Sur des générations, mais malheureusement, dès qu'ils quittent en fait, ça se retourne. Voilà, ça se retourne contre eux. Et ils n'ont jamais réussi à imposer le chiisme. Oui. C'est ça aussi là, ce qui est important. À l'exception de l'émirat dont on avait parlé, du Souss, de Bajaliya, qui est justement... Encore un émirat obscur que tu nous as dégoté, nous as déterré. Donc, comment on passe de bras armés des Fatimides à puissance locale indépendante avec ce Moussa ibn Abi al-Afiya? Alors, il faut dire que ces gens-là, les Banu Abi al-Afiya, ils ont que faire pareil de l'idéologie. Ils n'ont pas une idéologie propre. C'est-à-dire, au début, ils se sont ralliés aux Fatimides, et au bout d'un moment, on ne sait pas pour quelle raison, ils se sont débarrassés des Fatimides, en fait, pour s'inscrire dans le giron ou sous la coupelle des Omeyyades de Cordoue. D'accord. Donc, on passe du chiisme au sunnisme. Je peux te dire qu'il n'y a pas une raison idéologique derrière. Non, c'est tout simplement par opportunisme. Par opportunisme. Et surtout peut-être pour des raisons matérielles. Alors il faut rappeler qu'à ce moment-là, à Cordoue règne une branche des Omeyyades, c'est bien ça? C'est le moment où il y a Abdelrahman Nasser, notamment. Voilà. Et donc à cette époque, il y a le conflit fatimito-omeyyade sur notamment l'Occident musulman et plus précisément le Maghreb al-Aqsa et l'Algérie actuelle, le Maghreb al-Awsat. Alors juste, je vais refaire à chaque fois mon petit couplet sur l'idéologie, les obédiences, chiites, sunnites, kharijites, etc. Bon, on a quand même beaucoup de mal puisque quand les Fatimides recrutent les Banu al-Afiya, c'est pas une lecture, encore une fois, idéologico-religieuse. On parle de politique et de conquête du pouvoir, d'opportunisme et de ressources. C'est ça. C'est beaucoup plus simple pour comprendre. Et même en Andalousie, quand on commence à raisonner par politique, c'est beaucoup plus simple que ethnie ou religion. Voilà, parce que sinon, on avait vraiment du mal à suivre. Et d'ailleurs, l'une des interprétations actuelles de la réussite, on va dire, qui ont permis en fait aux Omeyyades de s'imposer contre le califat fatimide, c'est l'économie, c'est les impôts, tout simplement. Ils leur ont offert plus de moyens, justement, économiques que les Fatimides, et donc, Allah ya'aoun. Merci. Et voilà. Les gens cherchent leur intérêt, quoi. Exactement. Tout le temps, partout. Exactement. Exactement. C'est une règle très simple. C'est la seule dont après 200 podcasts, on arrive à comprendre ça. Donc la capitale de cet émirat, elle est où? Alors, il est à Tsoul.
D'accord. actuel. Ouais, ouais. Il est Ain Ishaq, il Est-ce s'appelle. qu'il en Il est- reste quelque chose Oui, il est déserté en fait. Il a été récupéré par les jardins, par les gens qui font de l'agriculture. Et donc c'est un champ Il d'olivier. n'y a pas de qsba, de hammam, de Il jama', y a de tout rien. ça, en Oui. fait. Il y avait tout ça, on le sait. Et même jusqu'à au tout début des années 90, un collègue à moi, qui est le seul spécialiste de cet émirat et qui est originaire de cette région, il avait trouvé beaucoup plus de vestiges qu'aujourd'hui. Maintenant, les gens, justement, ont récupéré les terrains et les ont convertis en champs d'oliviers et d'arboriculture. D'accord. Et puis c'est tout. Est-ce qu'ils ont une monnaie? Alors, exceptionnellement, les Banu Abil Afia, ils ont une et unique monnaie qui est à notre disposition aujourd'hui. Hein? Alors, c'est la seule qui est frappée. C'est la seule qu'on a justement- trouvée. C'est la seule qu'on a trouvée, oui. C'est l'unique et qui veut dire en fait qu'ils ont justement frappé monnaie. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette pièce? Tu la connais un peu? Ah oui, comme d'habitude les légendes, Doriba fait. La ilaha illallah, on n'a pas d'oriba. Hein? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moussa, Hein, c'est le roi. c'est le Moussa ibn Abil Afiya. Assalamu alaikum. On ne connaît pas où ils l'ont frappé, mais tout porte à croire que c'est une monnaie qui a été frappée quand ils ont gouverné à Fès. Ah, ils ont gouverné à Fès. Ils ont gouverné Fès, oui. Ah, c'est sérieux quand même. Ah oui, c'est très sérieux. Ah, d'accord. Donc, vu leur lien, Mais pourquoi on ne connaît pas ces gens-là? eh ben, parce qu'on ne veut pas les connaître ou... Mais pourquoi on ne veut pas les connaître? Ils sont en concurrence avec personne. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est pour les gens, il vaut mieux passer, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on passe des Idrissides aux Almoravides, toute cette période, ma tête hemnach. Je t'ai toujours dit que cette période-là était pour moi un grand trou noir. Ouais, ouais. Et on aime bien aussi, je sais pas, parfois on a peur de choses qui ne devraient pas nous faire peur. On aime bien inventer une continuité d'un État marocain depuis Moulay Idriss jusqu'à aujourd'hui. Et ces trous-là, ben, on va fabriquer a posteriori une continuité là où il n'y a pas vraiment de continuité. Parce que pour moi, ça commence vraiment avec Youssef Mtsachfine. Là, on a vraiment on a l'invention du Mkhzen, on a Marrakech, on a Fès qui devient machin, on a le malékisme. Oui. Enfin, Mais là, il y a une autre raison qui est absolument C'est- incroyable. c'est quoi? Si vous demandez à un Idrisside, quel qu'il soit aujourd'hui, De- alors ton ennemi juré, automatiquement, pour ceux qui ont un minimum de souvenirs, etc., il va vous dire Ibn Abil Afiya. Ibn Abil Afiya. D'accord. Pourquoi? Automatiquement, parce qu'il Ah, ouais, aura ouais. mené une dure vie. Il les a pourchassés d'une façon systématique depuis qu'ils ont tué son fils jusqu'à pratiquement... Alors, attends. c'est le Hassan, c'est en 924, Alors, où Hassan, un c'est- Idrissi de Hassan D'accord. al-Hajjam, qui a égorgé le fils de Moussa ibn Abil Afiya qui s'appelle Minhal. Donc c'est un enfant ou là, c'est un adulte? C'est un adulte. D'accord. Donc Et le fils là, de Moussa, qui a c'est régné. ça. Il a régné. Il a régné. D'accord. Il a régné. Moussa est mort ou là pas encore? Pas encore. D'accord. Pas encore. Et c'est pour ça que Moussa, son ennemi juré, c'est les Idrissides. D'accord. Là où Donc, il en trouve, Pourquoi les Idrissides ont tué le fils de Moussa? parce qu'ils sont en conflit. Lui, il voulait gouverner à Fès. D'accord. C'est les Idrissides qui gouvernaient à Les Fès. Idrissides tuent son fils et l'autre se venge. Exactement. Et c'est la Ils ont guerre. exposé la tête de son fils sur l'une des portes de Fès. Et depuis ce jour-là, la seule cause qui vaut d'être vécue et défendue, c'est La vengeance, quoi. C'est la vengeance. La Contre les vengeance Idrissides. de Moussa ibn Abil Afiya contre les Idrissides. Exactement. Et est-ce qu'il va réussir à se Il venger? les a décimés. Ah bon? Là où il bouge, jusqu'à la moindre, il les a fait retrancher dans les montagnes de la région de Jbala, actuellement. Et voilà, il leur a fait mener une très très dure vie. C'est là où il a repris Fès. Et c'est là où il a repris Fès. D'accord. Et c'est là où il a frappé monnaie à Fès. D'accord. Oui. Donc c'est une défaite idrisside, quoi. C'est une défaite cuisante des Idrissides, Ben voilà, avec voilà pourquoi on ne justement raconte pas leur histoire. avec l'aide des Omeyyades de Cordoue. D'accord. Donc Voilà. Ibn Abil Afiya, alliés aux Umayyads de Cordoue, ont mis fin quoi, au règne des Idrissides. Exactement. Hein. Exactement. Ben voilà pourquoi on ne Et raconte pas et l'histoire c'est- d'Ibn Abil Afiya. Ils sont Voilà, pas du et bon c'est côté une de l'histoire. raison. Et c'est une raison valable qui fait que, voilà, on les a un peu négligés. Et moi, Ils ont le mauvais rôle, ouais. je connais des shurfa idrissides qui... À ce jour. À ce Il est jour, au Minhada. il est au Minhada. Et même pas au Maroc, à Lyon, quand j'étais étudiant. Je vous promets, quand je lisais les Donc textes... à ce jour, ils leur en veulent. Eh oui, à mort, parce que, justement, au point où les Idrissides changent un peu leur Géographie, quoi. leur nom, même leur nom.
Et leur géographie, parce qu'il les a décimés, donc ils se sont retranchés. On peut trouver les Idrissides maintenant, Saqi al-Hamra par exemple, actuellement. Il y a plein de gens au sud, notamment... Ah, tu es en train de me dire qu'ils se sont sauvés. C'est ça, c'est ça. Pour échapper au Banu Abi Afia. C'est ça. D'accord. Ils sont allés au plus loin possible, dans le désert marocain. Tout ça pour échapper à la vengeance de Moussa. Eh oui, eh oui. Ça y est, Parce que c'était véritablement... C'est ça la force de l'époque, en fait. Un personnage charismatique, Moussa. c'est le cas de pratiquement tous les Émirats, les petits Émirats comme bien ça. Sûr, bien sûr. Deuxièmement, un grand guerrier, un grand militaire, un vrai stratège. Et donc, forcément, il s'impose. Mais c'est quoi la guerre à l'époque? C'est des chevaux et des épées ou ça marche comment enfin, j'ai du mal à visualiser un... C'est des razzias systématiques. Par exemple, pour C'est des batailles, parce que vraiment, là, quand tu me parles d'une bataille en l'an 1000 entre les Banu Abi Afia et les Idrissides autour de Fès, il y a des remparts à Fès, non, il n'y a pas de remparts. À l'époque, il y a des remparts. Il y a des remparts, voilà. Oui. J'ai du mal à imaginer, je donnerais beaucoup pour voir ça. On ne peut pas le voir, bien sûr, mais... Une sorte de fantasia. Voilà, ouais, de reconstitution. Voilà, de reconstitution. Oui. Comment ils sont habillés? Qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a du monde? Il n'y a pas de monde? Oui, c'est brutal, c'est pas brutal. C'est par milliers de personnes. Ah oui. Il y a moins de cavalerie, justement, c'est par, généralement, on va dire, les textes un minimum crédibles ne parlent d'un millier de cavaliers, par exemple. Mais c'est qui les sources pour ça, pour vous? Alors, essentiellement les chroniques ou les géographes. Or, on se méfie beaucoup des statistiques. Bien sûr. Hein? Ibn al-Hawqal. Ibn Hawqal, le Bakri, le Muqtabis d'Ibn Hayyan, par exemple, un Courdouan qui est dans la cour des Omeyyades. Qui va être du côté... et qui a accès à toutes les correspondances. Moussa, ouais. C'est ça. À toutes les correspondances que Moussa ibn Abi al-Afia avait avec le calife. Le calife Omeyyade. Que ce soit... Bien évidemment, les réponses du calife et les demandes de Moussa ibn Abi al-Afia. Moi, j'ai une question. À partir du moment où le califat de Cordoue, Omeyyade, soutient Moussa ibn Abi al-Afia dans sa guerre, c'est une guerre contre les Idrissides, ça veut dire que les Idrissides sont les ennemis de... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pour lui, c'est des ennemis, les Idrissides. Je parle du califat de Cordoue. De Cordoue. Voilà. Il n'a pas... Il n'y a pas de doute, quoi. Les idées sur les moyens pour les réduire à les effacer, ouais. Là, on est sur la fin des Idrissides, là, quand même. On est au Xe siècle, presque la fin. Voilà. On est presque la fin. Il les a décimés par l'entremise, justement, de Banu Abi al-Afia et d'autres. Hein, parce que comme il y a des Idrissides de Tlemcen, etc., il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est l'Imrawa. C'est Mohammed ibn Khazar, c'est aussi un personnage charismatique. Et parfois même, ils sont cousins avec les Banu al-Afia, mais ils n'arrêtent pas de se chamailler pour justement s'imposer auprès du calife Omeyyade. Ah ouais. À qui il va jouer le rôle principal sur la scène. Comme deux directeurs avec le président. Ouais. C'est ça, exactement. Exactement. Et ce qui est bien avec... Mais le califat de Cordoue, il a une véritable autorité morale, quoi. Enfin, c'est le... Autorité morale et autorité militaire. Par exemple, dès qu'il y a un danger, un conflit, automatiquement, la flotte omeyyade intervient, la flotte califale. Les Émirats comme ça, ils n'ont jamais... Et quand tu dis Omeyyade, à chaque fois, il faut dire de Cordoue, parce qu'il n'y a plus d'Omeyyade. Non, on n'a plus... C'est impossible. C'est terminé depuis très longtemps. Voilà, d'accord. Et même les Abbassides, il faut les oublier parce qu'on a... Ils ont d'autres problèmes. Voilà. Ouais. Par contre, ici, la flotte, c'est le calife. Et donc, à plusieurs reprises, au moins 2 ou 3 reprises, il a intervenu au profit de Moussa ibn Abi al-Afia quand il avait besoin de soutien militaire. Soit contre les Fatimides, soit contre... Ah, parce que les Fatimides, ils vont... Bien sûr. C'est incroyable. Ils ont plutôt mal vécu le fait que Moussa ibn Abi al-Afia les... Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ils ont essayé par tous les moyens de se venger et de le mettre à mal, au point où il a perdu une grande partie de son territoire. Alors moi j'ai une question, c'est quoi le port de cette région-là en fait, puisqu'il y a des allers-retours de bateaux avec Cordoue, parce que je vois pas, on a souvent parlé du port de Sebza, on a souvent parlé, mais là on est un peu trop à l'ouest. Voilà. Oui, on a souvent parlé du port de Sebza, mais il est un peu à l'ouest, quoi, de ce côté-là de la Moulouya, etc. Il y a Lilia, justement, qui est extraordinaire. D'accord, et qui est donc le port, le port des Banu Afia. Exactement. Et puis après, ils ont en fait aussi... Les Banu Abi al-Afia, ils ont massacré l'émirat de Nakour, d'accord, qui était le premier émirat installé au Maroc. Nakour étant la première ville
islamique qui est créé vraiment par les Banu Saleh dans cette partie littorale. D'accord. Et bien évidemment, Ceuta aussi a joué un rôle très important. Parce Donc que Mlilia était un port. ah oui, extrêmement important. Mais Mlilia est antique. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mélia. Non, Roussadir. Roussadir. Ouais. Et donc, après, bien évidemment, ils se sont imposés, que ce soit à Mlilia et surtout à Ceuta également et Tanger. Parce que tu m'as dit, ils vont prendre Fès, ils vont jusqu'à Tanger. Donc en fait, c'est toute la partie nord du Maroc. Exactement. C'est ça. Exactement. Toute cette partie-là, au plus haut de leur apogée, eh bien, il est gouverné par Banu Abil Afia. Là, on est après Moussa, là, Moussa Metz. Moussa, il est décédé en 938. Il y a quelques décalages dans les dates. Ibn Abi Zar' nous dit par exemple en 958. Or, il est très probable, et surtout en se basant sur les correspondances entre le calife Umayyad et les fils et les descendants de Moussa, eh bien, qu'il est décédé aux alentours de 938-940. Donc le pouvoir passe chez son fils, enfin pas celui qui est mort, ouais. Chez son fils qui s'appelle Madian, qui a pris le pouvoir à partir de cette période jusqu'à 956. Et mais Madian, il est rentré en conflit avec son frère L'Bouri. D'accord. Pas le poisson, mais... j'ai pas voulu... Et donc, le Bouri qui a été, en fait... Médiane et le Bouri, c'est des noms qui ont disparu, on est d'accord. Complètement. Je connais personne aujourd'hui qui s'appelle le Bouri ou Médiane. Alors, on peut appeler Boumdiane. Dans ces régions, il y a des Boumdiane. Mais et pas... le même mec qui est devenu président de l'Algérie. Et le président, exactement, oui. Mais donc, les deux frères se bagarrent. Mais en fait, ils se sont mis d'accord. Le Bouri va s'installer à Mlilia. Madian, il va prendre la capitale, Fès et sa région. Et Abou Munqid, qui va être plutôt dans la région de Gersif, dans les couloirs là de Moulouia, etc. C'est trois frères, donc c'est le troisième frère. C'est le troisième frère. Et d'ailleurs, Ibn Khaldoun les considère comme trois composantes d'un émirat stable et qui a duré jusqu'à... Prospère. Donc c'est des éleveurs, non plus beaucoup de... Alors, c'est des intermédiaires. Il y a un territoire agricole extrêmement riche. Oui. Il y a des passages obligés de tout le commerce transsaharien dans cette région. Donc c'est une gare de péage, quoi. Exactement. Donc ça rapporte énormément, ce qui a d'ailleurs suscité la convoitise de tous les autres émirats, y compris ceux du Maghreb central, notamment les Mghrawa. C'est leurs cousins à eux, d'accord ? Il faut savoir que Moussa était, on va dire, au service de Msala ibn Habbous, qui est de Mghrawa, qui était au service des Fatimides. Donc Mghrawa, ils sont installés où? Dans la région de Tlemcen, une ville qui s'appelle actuellement Hunayn et tout ça. C'est dans cette région. C'est le cousin de Moussa. Et c'est le cousin de Moussa, oui. D'accord. Et donc, une fois... C'est incroyable comme l'histoire se mélange entre le personnel, le familial, exactement. Les intérêts... Exactement. Et à partir du moment où il y a des intérêts, effectivement, tout peut basculer. Donc comment se termine cet émirat? Alors en fait... l'émirat ne disparaît pas en fait avec la mort de son personnage charismatique, Moussa. Non, ça passe. Mais sur des générations, on a pratiquement une succession assez intéressante, rapportée encore une fois par les sources. Moussa, après il y a eu Madian, il y a eu Abou Munqid. Bouri et les autres, tu ne comptes pas. Le Bouri, il n'a pas pris le pouvoir central parce que voilà, à la tête duquel il y a Madian. Et après, Abou Munqid qui est le frère de Madian. Et Ibrahim, le fils de Abou Munqid. C'est la troisième génération, ça, Ibrahim. Alors, Ibrahim, c'est la quatrième génération. D'accord. Donc, Moussa, Madian, Abou Munqid, Ibrahim, Abdullah. Ibrahim, il est décédé en 1015. Abdullah, il est décédé en 1039. Mohammed, il est décédé en 1054. Et le dernier, c'est Al-Qasim qui est mort, tué par les Almoravides en 1071 avec la prise de Fès. Et là, on est chez Youssef Moussachfine. C'est ça. Alors, à la fin de leur pouvoir, justement, ils se sont reclus dans leur... Donc, c'est eux qui étaient dans Fès quand les Almoravides faisaient le siège de Fès. Exactement, avec les Mghrawa. D'accord. Avec les Mghrawa. Les Tlemceniens, quoi. Les Mghrawa qui sont venus justement de l'Est. Et eux, à partir du moment où ils ont senti la faiblesse face à la force almoravide, ils se sont retranchés dans leur territoire d'origine, c'est-à-dire Tsoul. D'accord. Véritablement Tsoul. Qui est, voilà, ils ont réduit toute leur zone, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ils sont partis de Tsoul et progressivement, ils ont pratiquement dominé toute la partie nord de la Méditerranée jusqu'à Basra, Tanger, etc., Ceuta,
sous, encore une fois, l'obédience de Cordoue. Et au final, ils ont fait pareil. Le recul a fait qu'ils se sont limités au territoire de Tsoul, et notamment de leur capitale. Mais qu'est-ce qui reste de cet émirat? Rien. Alors pour le moment, à part justement cette histoire, ce souvenir justement des Idrissides, qui a marqué les esprits, parce que vraiment c'est pratiquement un acharnement contre... Est-ce que ça fait plusieurs fois que tu nous parles de cet acharnement de Moussa contre les Idrissides. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de cet acharnement? Est-ce que tu as Oui, le fait de se retrouver avec les Idrissides disséminés dans tout le territoire, ne serait-ce qu'actuellement marocain, entre le sud, le Sahara marocain, entre le Sousse par exemple, il y avait déjà des Idrissides. Mais quand on voit les histoires rapportées par les familles encore actuelles, ils nous disent, voilà, ils sont originaires de Fès, ils sont déplacés ici parce que voilà... Parce que Moussa les a poursuivis. Alors, ils ne le disent pas directement parce que voilà, on est dans des traditions plutôt qui, j'imagine, qui sont véhiculées par le biais de la tradition orale, et il y a plein de choses qui se perdent par ce biais-là. Mais en tout cas, on sait pertinemment maintenant que le souvenir est encore présent. D'accord? Tu peux trouver par exemple des gens qui s'appellent, au lieu qu'ils s'appellent Idrissi, ils s'appellent Adarisi par exemple, ou Alawi, ils s'appellent Allawi par exemple. Or, à la base, ce sont des Idrissides. Je suis en train de dire qu'ils ont changé leur nom. Complètement. Parce qu'il fallait qu'ils se déguisent en quelque sorte. C'est fou cette histoire. Ah oui. Donc, mais quand on lit justement toutes les... Mais quoi, il les tuait enfin, Oui. C'est massacré. Ah oui. Ils récupèrent, ils massacrent automatiquement. Il n'y a plus, à partir du moment où ils ont tué Minhal, ça y est, c'est... Minhal, c'est le fils, ouais. Ouais, c'est une guerre de personnes. C'est vraiment Idrisside est égal massacre. C'est aussi simple que ça. Et donc il avait les ressources pour mener cette guerre, vu qu'il était plus ou moins dans une région riche. Exactement. Et qu'il avait les ressources humaines, des chevaux, de l'argent. Exactement. Et surtout, il a le soutien et du temps. Des Omeyyades. Et bien évidemment, bien sûr. C'est le plus grand chef, c'est le plus grand vassal justement des Omeyyades jusqu'à pratiquement... Ibn Abi al-Afia. Exactement. Retenez ce nom. Et fondateur de Gursif. Et exactement. Vaincu par Youssef bin Sachfin. Enfin non, pas lui, mais son descendant vaincu par Youssef bin Sachfin. Exactement. Vassal de califat de Cordoue. Oui. Vainqueur des Idrissides. Et grand pourchasseur des Idrissides. Exactement. Incroyable que ce bonhomme-là ne soit pas plus connu. Parce qu'il a quand même un sacré CV, quoi. Exactement. Et bien évidemment, le fait de perdre justement aux yeux des Omeyyades de Cordoue cette importance en faveur des Maghrawa, bien évidemment, il a perdu du territoire. Je parle des Banu Abi al-Afia, les successeurs de Moussa. Et bien évidemment, ils se sont retrouvés retranchés dans leur petite ville de Ain Ishaq. Et puis voilà. J'ai oublié que l'épisode 0, puisqu'on a fait le petit bilan de la carrière de Moussa Banu Abi al-Afia, c'est quand même d'avoir commencé avec les Fatimides. Exactement. Voilà. Donc exactement. Si je répète, je suis désolé, je me répète, mais il faut réaliser le parcours des bonhommes de l'époque. Oui. Donc, militaire fatimide, qui prend son indépendance, qui attaque les Idrissides, qui voit son fils assassiné par les Idrissides, qui les pourchasse dans tout le Maroc à tel point qu'il se retrouve partout disséminé, qui fonde donc cet émirat, qui ensuite se passe de main en main jusqu'à tomber et qui se retrouve dans le giron de l'Empire almoravide, qui est vraiment, pour moi, le départ, ça c'est juste mon opinion, mais je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, qui est pour moi le moment où on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on est le Maroc aujourd'hui, c'est-à-dire un pays comme ça vertical géographiquement, sunnite, malékite, avec Marrakech et Fès comme capitale, qui sont toutes les deux, la première fondée par les Almoravides, la deuxième réunie par les Almoravides, et voilà, avec un système politico-fiscal qui s'appelle le Mekhzen. Tout ça, c'est Youssef bin Sachfin et c'est les Almoravides. Donc c'est peut-être ça le début, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Ouais. Exactement. Ça passe, quoi. Ouais. Et en plus, une relation parfaite avec Al-Andalus. Oui. Pour la première fois, voilà. Une unité politique inédite. C'est fou parce que ce podcast nous permet d'avoir l'histoire vue de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a raconté l'histoire vue des Almoravides, l'histoire vue des Idrissides, mais là on a les ennemis des deux. C'est ça. les gars de l'Oriental. Voilà. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci. Excellent récit.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.